On nous a arrêtés tous les deux. Là, tu passes devant un tribunal et il m'a dit, là, tu vas passer dans la machine de l'horreur et de la torture. Je me faisais bastonner. Le premier coup de bâton que j'ai pris, c'est comme, tu vois, comme une batte de baseball. Et là, je me suis évanouie. Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui l'écrivaine Marie-Denise Douillon. Marie-Denise Douillon qui va nous raconter son parcours. De son exil avec ses parents au Maroc, puis vers les États-Unis pour finir au Canada. Ses parents fuyaient le régime des Duvalier. À son retour en Haïti, Marie-Denise Douillon va faire de la prison. Et dans cette prison de femmes, elle va faire des rencontres qui vont la marquer à vie. Aujourd'hui, Marie-Denise Douillon écrit des livres pour enfants. Elle peint également. Bonjour Marie-Denise Douillon. Bonjour, bonjour à toute l'équipe d'Haïti Inter. Je trouve que vous faites un boulot formidable et je suis vraiment contente d'être de passage à Paris avec vous. Merci beaucoup. Donc on a intérêt à continuer. Hein? Absolument. Marie-Denise Douillon, on commence par le commencement. Vous aviez 3 ans quand vos parents ont dû quitter Haïti. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de vos parents et nous dire pourquoi ils se sont retrouvés à fuir le pays? Alors, mon père est parti sous Papa Doc. On connaît la situation avec Papa Doc. Lorsqu'il y avait des réunions, ce sont nécessairement des complots. Mes parents m'ont dit que mon père recevait des étudiants en médecine pour transmettre des connaissances, faire des cours, etc. Et je pense que l'atmosphère devenait de plus en plus intenable. Il a eu une possibilité de partir en Algérie et on s'est installé d'abord à Médéa. Là, on est dans les années 60, 65, 66. Et l'Afrique du Nord, comme l'Afrique de l'Ouest aussi, le Québec également, je fais une parenthèse par rapport au Québec parce que je vis à Montréal, recrutait des médecins, des ingénieurs et le Québec beaucoup de normaliens parce qu'ils étaient au lendemain de leurs indépendances. Je parle du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Et le Québec vivait sa révolution tranquille et avait besoin aussi de personnes dans ses universités. Donc c'est comme ça que mes parents se sont retrouvés d'abord à Médéa. Et ensuite, ils ont traversé la frontière algérienne pour s'installer au Maroc, à Casablanca. Alors, ils auraient pu rester en Algérie. Ton papa avait ce poste de médecin. Qu'est-ce qui a fait qu'il aura choisi, que tes parents ont choisi le Maroc? Alors, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il y a eu à un certain moment, comme dans la vie, une opportunité d'ouvrir, je pense, son cabinet à Casa. Donc, il s'est installé à Casa. Et moi, vraiment, l'Algérie, je n'ai aucun souvenir de l'Algérie. Mes souvenirs commencent au Maroc, à Casablanca. Je me rappelle très bien de la maternelle jusqu'au lycée, voilà. Quand on a une gamine qui a grandi au Maroc, très loin d'Haïti, quel souvenir on a quand on est parti si tôt? Quel lien on a avec Haïti en ce temps-là? Alors, les liens sont ceux que nos parents nous transmettent. Il y avait à peu près 7 à 10 familles haïtiennes éparpillées à travers le Maroc. 3 à Casa, une à Meknès, une à Fès, et ils se retrouvaient tous pour faire des fêtes haïtiennes. Donc nous, on les voyait fêter. Bon, tu connais les Haïtiens, quand on se lève, on rigole 2 mains en l'air. Et moi, je me rappelle, enfant, on les regardait, on se disait, mais qui est-ce qui donne le signal pour qu'ils lèvent les 2 mains en l'air en même temps? Et on a compris, bien sûr, après que c'est la joie, c'est une forme d'expression. Et la musique, il y a la nostalgie. Donc quand je rentre dans votre studio, je trouve les 33 tours, ça me rappelle les 33 tours que je voyais enfant. Il écoutait du Anthony Fell, Mon pays que voici. Je pense que l'exil quand même est un déchirement. Les gens sont arrachés. Donc ils doivent créer, et puis bien sûr 1804, hein, que nous t'aimons de blanc français au dehors, etc., etc. Donc c'est des moments épars comme ça. Et ma mère aussi avait des livres sur Haïti, donc elle nous montrait des images. Donc moi j'aime bien dire que j'ai grandi entre couscous, merguez, entrecôte française et du riz pois collé. Alors, donc ça veut dire qu'avec cette façon
qu'avaient tes parents de se rassembler avec les autres Haïtiens, même si un peu éparpillés, ils n'étaient pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire que quand même ça a pu te mettre dans ta tête une image d'Haïti, l'Haïti en dehors du riz, quoi? Est-ce que tu as pu vraiment te rappeler un truc en Haïti à ce moment-là? En fin de compte, je dirais les images sont les images des livres qu'elle nous montrait. Donc, tu voyais une Haïti dans les anciens livres, tu connais ces livres d'images où tu voyais Port-au-Prince en noir et blanc. Mais je pense que c'est plus la façon d'être, le rire, la joie, les blagues et le créole. Le créole, quand il rigole, on passe au français quand on se fait gronder, le mademoiselle quand on se fait gronder, toutes ces petites choses qui font que c'est notre haïtienneté dans notre façon d'être, dans notre façon de conjuguer l'humour, la joie, et puis les danses, la musique, hein, quand ils étaient tous réunis, je me rappelle plus âgé, après ça ils avaient fait venir Joe Archer. Peut-être que tous les auditeurs ne connaissent pas Joe Archer, mais Joe Archer était à Paris. Et là, il y a Mimi Armand qui était de passage aussi au Maroc à un moment. Et ils ont fait une fête, Joe Archer. Alors, tu t'imagines des Haïtiens qui ont grandi au Maroc, qui ne connaissent rien du folklore haïtien, qui écoutent du Jodassin, du Sardou, et on entend de la musique, bien sûr, des grands chanteurs comme Kulthum, je parle du côté arabe, tu vois, Égypte et Liban, etc. Et voilà, qui nous font, nous, danser du folklore haïtien. Mais la catastrophe, quoi. Bon, tu t'en es bien sortie, hein. T'es vivante. Voilà. Oui, alors, mais en même temps, il y a des histoires tragiques derrière cet exil. Est-ce que pendant ce temps, tu as pu entendre les adultes parler des familles qui ont dû être assassinées et qui ont dû partir aussi en coup de vent? Est-ce que cette histoire politique, malgré ses rires, ses danses, ses chants, est-ce que ces histoires politiques tragiques te sont arrivées aussi? Je pense que dans l'exil et dans ce besoin de se reconstruire, et je pense dans le silence qu'a établi la dictature, tu vois que quand les gens parlent d'Haïti ou bien quand ils commencent à parler politique, c'est des chuchotements. La phrase qui marque, je pense, quand tu es dans « yo disparaître li ». Là, tu te dis, mais comment une personne, tu sais, disparaît comme ça? Donc, c'est par bribes. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment dans un milieu où on parlait beaucoup, mais tu es consciente qu'il s'est passé quelque chose, que les gens disparaissent, qu'il y a une dictature. Ben, 5 ans, 6 ans, tu ne saisis pas tout ça, mais en grandissant, à partir, je dirais, de la 6e, 5e, 4e. Est-ce que ce verbe « disparaître » te fait peur aujourd'hui? C'est la phrase que je trouvais étonnante. Tu sais, on le retrouve dans les films de Raoul Peck, le film qu'il avait fait avec Toto Bissinthe qui jouait L'homme sur les quais, voilà. Et c'est surtout cette phrase « yo disparaître li ». Tu sais, dans l'imaginaire d'un enfant, tu te dis mais tu sombres dans quel univers là? Comment la personne se volatilise comme ça? Ouais. Et pourtant, Marie-Denise Douillon, malgré tout ça, malgré cette phrase qui paraît mystérieuse et qui peut même faire peur, un beau jour, à la vingtaine, malgré tout ça, tu vas retourner en Haïti. Pour quelle raison? Alors voilà, j'étais à l'université à New York et quand j'ai fini l'université, ben, je devais rentrer au pays, j'étais haïtienne, j'avais un passeport haïtien. Et tu sais, comme c'est compliqué aussi les histoires d'immigration au niveau des visas, des entrées, des sorties, si tu n'as pas la citoyenneté ou des permis de résidence. Donc c'était logique que je rentre. Puis il faut que je te dise que quand j'étais à l'université, je rentrais chaque été. Et je faisais un stage d'ailleurs dans une boîte de publicité en Haïti. Et moi je me rappelle mes premiers souvenirs en Haïti, bon au-delà de l'étonnement, parce que ma mère nous a construit un Haïti féerique, tu vois. Donc quand je suis arrivée, il y avait aussi le choc culturel. Et pourtant, j'ai grandi quand même dans un pays où il y a de la pauvreté, tu le vois et tout. Donc il y a tout ça, mais ce qui m'a vraiment séduit en Haïti, c'était l'accueil des gens, la gentillesse des Haïtiens et surtout
de trouver toute cette famille, tu vois. Moi, je passe quelque part, on me dit, où c'est petit un tel. Après, je monte dans une autre maison, on me dit, ah, c'est petit un tel, c'est petit un tel. Et là, tu te dis, waouh, ils me connaissent depuis des générations, t'es comme maman, t'es comme grand-père, t'es comme mon oncle. Et là, alors que quand tu vis, c'est ça l'exil, c'est que si tu es pas dans une société où, bon, maintenant peut-être moins à Montréal, parce qu'il y a cette forte immigration et malheureusement toute la famille suit des fois, mais de dire c'est quand même formidable qu'on me connaisse avant même que je ne sois née ou arrivée, donc ça donne un sentiment d'enracinement et d'appartenance, et ça j'ai trouvé ça très très beau. Alors, c'est vrai on t'a pas demandé si tu as pu, parce que tu es parti aux États-Unis faire les études. Est-ce que tes parents sont restés au Maroc, ou bien est-ce que tous vous êtes partis en même temps? Non, alors les aînés sont partis d'abord, parce que dès qu'ils ont passé le bac, il fallait qu'ils aillent à l'université. C'est vrai que la plupart des Marocains et quelques familles choisissaient la France, qui était plus proche, mais vu la migration haïtienne qui se retrouve beaucoup en Floride, à New York, Boston, nous, nos attachements étaient plus vers les États-Unis. Et donc c'était logique de m'envoyer aux États-Unis. Mon père est resté au Maroc et ma mère avait cet espoir, comme toute la diaspora, de reconstruire. Donc elle faisait des allers-retours, le temps de s'établir, jusqu'à ce qu'elle se voyait prendre sa retraite et rebâtir sa vie finalement et s'enraciner là-bas. Et puis on connaît la suite de l'histoire. Puis entre-temps, mon père est décédé, donc elle est retournée avec sa famille. Il y a eu le départ de Jean-Claude, j'étais en Haïti, cette euphorie, une Haïti où il y avait des fresques magnifiques sur tous les murs. Haïti était propre, pleine de joie et d'espoir, etc. Et on connaît aussi la suite des choses avec la ruelle Vaillant, ce qui s'est passé. Mais donc il y avait ce rêve, comme toute personne exilée, de retourner sur la terre natale. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le tremblement de terre, il y a eu toute la suite des choses et maman maintenant est au Canada avec nous. Elle est rentrée après le tremblement de terre. Ah oui, quand même, elle a quand même vécu jusqu'au tremblement de terre. Donc c'était... Quand tu es rentrée en Haïti, donc tu as vécu avec ta maman, parce que tu es repartie en 80 81 87. 87, je suis partie en Haïti et j'ai vécu avec ma mère, ma sœur était là, mon frère était déjà aux États-Unis et puis ensuite au Canada. Puis j'avais tous mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, donc vraiment je garde d'heureux souvenirs au niveau. Je pense que, en tout cas, je connais pas toutes les familles haïtiennes, mais je trouve que ma famille, on vivait beaucoup comme un petit clan, tu vois, tous les cousins. Ce sentiment d'appartenance était tellement fort que je pense que c'est ce qui me manque le plus. Bien sûr, ça me désole la situation haïtienne, mais cette capacité d'aller d'une maison à l'autre, de voir les petits cousins, les cousines, les neveux, les tantes, les nièces. On va revenir sur l'enracinement, l'appartenance tout à l'heure. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on aborde la question sensible, même si tu parles de moments heureux dans ta vie avec ce clan, le clan Douillon. Le clan La Brousse, les Douillons, les Amors, bon bref, tous les liens. Et pourtant, toute cette joie sera ternie un peu, beaucoup même, par on ne sait pas pourquoi. Pourquoi vas-tu faire de la prison, Marie-Denise Douillon? Alors, c'est une arrestation arbitraire qui s'est passée la journée où Haïti était en couvre-feu. Et moi, je ne le savais pas et j'avais mon copain, on allait à la plage. Et donc, ils avaient arrêté tous les journalistes à l'époque. Ils avaient arrêté aussi le docteur Roy. Tous ces gens-là ont été mis en exil. Ils cherchaient les assassins criminels qui avaient tué un colonel. Je ne me rappelle plus son nom. Tu vois, c'est loin dans mes souvenirs, c'est un peu enterré. Et c'était sous Prosper Avril. Et donc là, je suis passée dans la machine de l'enfer. Et c'est là que la phrase, tu vois, yo disparaît yo. Et avant de rentrer, quand même, je me rappelle la phrase que mon ami m'avait dit, c'était Gérard Laforêt à l'époque. Et il m'a dit, là, tu vas passer dans la machine de l'horreur et de la torture. Et effectivement, ça a été tout à fait fait, ça. Donc, on vous a arrêtés tous les deux? On nous a arrêtés tous les deux. Là, tu passes devant un tribunal et vraiment, tu te fais un tribunal...
Mais c'est drôle les souvenirs d'enfance parce que ils étaient en demi-cercle, je pense que c'est aux recherches criminelles, donc tu te trouves dans un très grand espace avec des portes qui claquent à droite et à gauche. À l'époque, il y avait ce qu'ils appelaient les attachés. Tu sais, on les reconnaissait quand tu descendais en bas à la ville. Ils portaient des chemises style hawaïenne avec les lunettes noires, des armes derrière le ceinturon, là, le truc arrière et tout ça. Et moi, le truc, j'entendais les portes claquer. Il y avait cette espèce de demi-cercle de gens, certains en tenue de l'armée, l'autre il portait comme une sorte de boubou, tu vois, comme une sorte de djellaba, je dirais, et là, c'est lui qui donnait les signes après, tu vois, avec, je sais pas s'il avait une baguette ou son doigt. C'était à l'époque Tiboulé, non, pas Tiboulé, comment il s'appelait Pognon. 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 Et puis, voilà, je me faisais bastonner. Le premier coup de bâton que j'ai pris, c'est comme, tu vois, comme une batte de baseball. Et là, je me suis évanouie. L'autre dit, l'eau m'en descend. L'autre dit, je sais pas trop quoi. Mais attends, et tout ça. On te bastonne pourquoi? Qu'est-ce qu'on te reproche? D'être sortie? Pour que je signe que j'ai tué le colonel. Que je suis celle qui a planifié l'assassinat. Mais c'est leurs histoires entre eux. Hein. Tu sais, ils se connaissent, ils se font leur truc. Est-ce que tu as des nouvelles de ton copain avant de continuer avec ton histoire? Il est décédé, lui. À la prison? Non, après. Il est décédé dans d'autres circonstances. Mais il a été lui aussi torturé? Ah, vachement. Il a dû rentrer en France après. Et, tu sais, à l'époque, ils avaient arrêté aussi Compère Plume, Compère Philo, tout ça. Puis ils nous les avaient montrés une semaine avant à la télé. Tu vois, tu as la tête qui devient de la grosseur d'une pastèque. Tu es méconnaissable complètement. Ouais. Ouais. Alors, ce n'est pas tout à fait Duvalier, c'est pas Duvalier à l'époque. Tu as dit, on a échappé à Duvalier, mais pourtant tu te retrouves à subir des choses après. Alors, écoute, je sais que c'est une histoire très dure et tout, mais moi, ça m'a reconstruite, cette histoire-là. D'abord, en côtoyant ces femmes dans la prison, je dessinais, j'écrivais, et j'aime bien raconter cet épisode. D'abord, il y avait aussi la famille Schiller, il y avait des assassinats, ils avaient poignardé je sais pas de quoi les qualifier, les assassins. Finalement, quand tu tues des gens, tu es un assassin, quoi. Ils avaient poignardé cette femme enceinte dans une église, l'église de Saint-Jean-Bosco. Et elle chantait la famille Schiller. Et elle me racontait, ça a été mon premier contact avec les gens d'Haïti. J'ai rencontré des femmes là. Une femme qui était une marchande Sarah. Et j'avais dessiné, écrit une petite histoire, ça qui s'appelait 3 coups de roche. Elle était tombée amoureuse, figure-toi, d'un mec qui travaillait, je sais pas s'il travaillait à l'abri narcotique ou je sais pas trop quoi. Mais elle était amoureuse d'un prof de français. Ce qui était beaucoup plus pour elle. Et puis elle me disait, pas les pointus, même Jean Aver, etc. Donc, le type lui a dit, et elle vivait au Venezuela, cette Madame Sarah. Donc, elle faisait vivre probablement toute sa famille. Et elle faisait des allers-retours entre le Venezuela et Haïti. Et puis, elle m'a dit, mademoiselle, elle m'appelait en prison, mademoiselle Dédé, Lidim, faut connaître ça y aurait les pays d'Haïti. Et elle me dit un beau jour comme ça, je me retrouve au coin d'Elma, débarquent des hommes armés. Alors ils parlent beaucoup en onomatopée, clac 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 clac, ça clac 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 clac, zam. Et elle se fait arrêter. Son chef d'accusation, c'est trafic de narcotiques. Il y en a une autre qui était complètement isolée, mais tu vois, j'essaie de te décrire l'ambiance un peu. Bon, je te passe les détails de ce qui est horrible parce que je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Et cette femme-là était une personne plus âgée et elle était accusée d'être une mangeuse d'enfants, loup-garou. Il y en avait une autre et tout. Mais après ça, au fur et à mesure, il y a une petite solidarité qui s'est établie. Moi, je suis une personne de prière. Donc je priais dans mon coin, je faisais mon petit chapelet, je faisais mes prières. Et elles étaient d'un accueil et d'une gentillesse incroyable. Et puis il y avait eu des moments de rire, tu vois. Tu connais les pluies torrentielles en Haïti. Donc quand il pleuvait, elles chantaient la pluie tombée, et puis elles faisaient un signe, tu vois, avec leurs mains en disant « la mouillée ». Tu vois, il est trempé aux os, le mec qui est en haut, le sentinelle.
Et puis finalement, au fur et à mesure, elles savaient très bien que je parlais français. Il y a des histoires d'amour qui se sont tissées avec la prison des hommes. Parce qu'ils avaient des espèces de ramasseurs, de coureurs qui passaient du bloc des hommes au bloc des femmes. Donc voilà que maintenant j'écrivais des lettres d'amour à ces gens-là, que je ne connaissais pas, ces hommes, pour leur expliquer. Marie-Denise Douillon, tu as choisi de retenir le bon côté de ton passage en prison. Oui. Choix conscient ou inconscient, je ne sais pas. Résilience, c'est quelque chose de curieux, hein, les matériaux dont nous sommes faits. Oui. Oui. Alors, c'était pour savoir, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que tu veux ignorer? Parce que la prison, c'est la violence. La prison, c'est la violence. Et surtout quand on n'a rien fait. Oui, mais regarde des gens qui sont sortis de Auschwitz. Détruits, certains, et puis on a aussi entendu des histoires de Fort Dimanche. Moi, j'ai un oncle qui est passé à Fort Dimanche. Dans la famille, on me dit, il est devenu muet comme une carpe après. Je voudrais pas prendre exemple, je veux pas faire de la psychanalyse à dessous, mais peut-être le rebondissement d'une enfance heureuse t'arme pour rebondir sur un adulte résilient, un adulte de foi, d'espérance et de capacité de vouloir se reconstruire. Et tu sais, c'est pas la première entrevue que je donne là-dessus, au Canada aussi. J'ai ici Radio-Canada, elle me dit, mais Marie-Denise, vous nous racontez des choses, on peut dire dramatiques, et vous finissez en me disant, ça a été une chance pour moi. Oui, ça a été une chance. D'abord, ça t'ouvre les yeux sur la réalité haïtienne. Combien de personnes vont te dire, moi j'ai rencontré une femme qui vendait des tomates et qui se fait arrêter parce qu'on la traite de mangeuse d'enfants, hein? Quand même, de voir ces choses-là, cette misère-là. Il y en a d'autres qui m'ont raconté comment elles ont attrapé Gros Chillet. À l'époque, c'était aussi le père Lebrun. Donc comment elles ont fait payer à ce petit macoute et tout ça, en onomatopée encore, goulou goulou, clac clac, ça goulou goulou, gasoline, schlac, allumette, etc. Mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur une société très dure, très violente, inéquitable, et de dire, il faut absolument que je sorte de là, que j'ai fait un petit documentaire qui s'appelle Créer pour se recréer, et de ne pas sombrer dans ce pessimisme et de ne pas sombrer. J'ai un devoir d'optimisme lucide. D'accord. Donc voilà, tu nous permets de venir à créer pour recréer. C'est que malgré tout, Marie-Denise Douillon, il y a des stigmates. Malgré tout ce que tu dis, malgré tout. C'est peut-être pour ça, ce documentaire ou cette façon de vivre. Créer pour recréer. Créer pour se recréer et pour créer, pour s'exprimer, pour transmettre. Je pense que ce que je retiens de tout ça, et qui est peut-être une victoire pour Haïti, même si on dit toutes ces histoires d'horreur, c'est que les gens maintenant, grâce aux technologies de l'informatique, grâce à l'Internet, regarde ce qui s'est passé en Tunisie, regarde ce qui se passe à travers le monde, regarde quand il y a des émeutes et des révolutions, qu'est-ce que les gens font? Ils descendent dans les rues, même dans les pays où on interdit la transmission sur les réseaux sociaux, les pancartes sont écrites en anglais, les gens brandissent des pancartes et on le sait. Qu'est-ce qui se passait sous Papa Doc? À partir du moment où il décide qu'il va fermer non seulement les provinces, mais aussi enfermer, enclaver le pays, on n'a plus de moyens de communication. Comment les gens captaient aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est avec une radio, il faut que tu aies des ondes courtes, des ondes longues, machin et tout. Comment tu vas capter tout ça? Mais c'est la force d'avoir des gens. Maintenant, les Haïtiens n'ont pas peur de parler. Aussi bien dans un camp que dans l'autre, hein, le camp qui fait de la violence que l'autre camp qui dénonce la violence. Donc c'est une victoire de pouvoir maintenant. Moi je vois cet oncle-là dont je te parlais, il est sorti, il est muet comme une carpe. Donc pour moi c'est une vie gâchée. Mais est-ce qu'on peut tous avoir cette force, cette résilience? Non. Et honnêtement, je n'ai aucune gloire par rapport à ça, parce que demain matin, tu me remets dans la machine, je ne sais pas à
à quel moment je craquerai. Juste peut-être que je dis, et embarqué haut. Peut-être que je craquerai juste à la phrase embarqué. On rigole, mais tu ne sais pas de quoi on est fait, tu vois. Tu ne sais pas jusqu'à combien de temps, l'âge, le combat, le physique, les expériences de vie, le confort, il y a tant de facteurs. Je dis, nous sommes chacun une histoire et nous sommes mystérieux dans la façon dont nous tissons nos propres histoires. Quand, après toutes ces histoires dramatiques qu'a connu le pays depuis des années, même quand on a cru qu'on allait pouvoir s'en sortir, Marie-Denise Douillon, toi qui as dû demander l'exil, toi qui voulais vivre malgré tout dans ton pays, toi peut-être je pense qu'il rêve encore qu'un jour, après l'essai de ta maman, de revivre en Haïti. Que dis-tu de notre Haïti aujourd'hui? Qu'en penses-tu? Comment tu crois qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Qu'en dis-tu? Alors, je ne suis pas la personne la plus informée, puis je me méfie toujours des expertises acquises ou glanées. Je vais laisser ça pour les politologues, les sociologues, ceux qui connaissent profondément la question haïtienne. Par contre, de mon expérience à mon niveau et humblement, quand je fais les différents salons et que je rencontre des auteurs, des autrices qui sont dans la trentaine, comme j'ai vu hier au salon avec On nous a menti, qui était assis juste à côté de moi, qui est des jeunes femmes qui ont fait Haïti avec le sac à dos, qui veulent montrer la perle des Antilles. Quand je vois l'auteur qui était à ma gauche, qui elle va récolter des proverbes, et malheureusement leur nom m'échappe, mais vous pourrez les indiquer en sous-titre quand même pour leur rendre hommage, eh bien j'ai espoir que cette génération-là, si elle a la possibilité de retourner en Haïti, a cette capacité de faire les choses différemment. Cette capacité, comme vous le faites d'ailleurs, d'avoir, grâce aux technologies, grâce aux échanges qui se font très rapidement, grâce à ces notions de rallier ce qu'il y a de meilleur, l'attachement à la terre natale avec le savoir-faire. Je serai peut-être pas là pour le voir, mais j'ose espérer. J'ai comme l'impression que tu dis que d'une certaine manière, l'art peut sauver Haïti. Je pense l'art, la passion, l'amour de la terre natale que leur ont transmis leurs parents, les compétences. Okay. N'oublions pas surtout les compétences. Parce que sans compétences, ça peut être très compliqué. J'ai regardé quelques-unes de tes peintures. J'ai vu que tu mélangeais, alors c'est une photo, mais que tu mélangeais photo d'une personne et plutôt de la peinture abstraite. Déjà, tu avais commencé dans la classe. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on n'est pas tout à fait, on est mi-humain, mi-abstrait, comment tu nous vois, nous, l'homme? Alors j'aime bien avoir des personnages parce que j'aime cette humanité, j'aime, quand je suis rentrée d'ailleurs, c'est la première chose que je t'ai dit, j'aime ton sourire, j'aime cette capacité de créer des liens d'humanité, des liens de reconnaissance de l'autre. Et c'est un petit peu ça aussi le passage en prison. L'autre est devant moi. L'autre n'est pas une construction abstraite, il est là en chair et en os. Et si j'ai cette obligation de créer des liens, et c'est pour ça je pense que cette jeune génération ne va pas traîner peut-être toute cette lourdeur, tu vois, d'inéquité, de classe sociale, de vengeance, de revanche et tout ça. J'ose espérer qu'elles ne vont pas se faire aspirer par les forces internes, parce que ce que j'appelle ce devoir de ne pas sombrer dans l'obscurantisme. Donc ces personnages que je mets en lumière, j'ai une série sur l'Afrique du Sud, j'ai une série sur le Japon aussi. Donc je prends les photos de ces personnages et je rajoute au collage, à l'encre, j'incruste des choses qui paraissent abstraites, mais en fin de compte ce sont comme des trompe-l'œil quand tu vas te rapprocher. Je fais ça aussi dans mes illustrations, dans Nanan l'iguane mythomane, j'utilise de l'aquarelle avec des incrustations de choses découpées. Donc ce n'est ni abstrait, c'est plutôt humain.
C'est semi-réaliste, mais oui, c'est plutôt humain, on pourrait dire ça, le désir de transmettre. Les femmes ont, je ne dirais pas qu'il n'y a que des femmes, hein, mais les femmes ont une place particulière dans ta peinture. Quand je dessine, des hommes commencent à ressembler à des femmes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mais là, je suis passée aux animaux avec l'illustration de livres d'enfants. D'accord. Alors, comme tu parles de livres d'enfants, c'est ce que tu as commencé avec Nana, t'as dit? Avec Seliman Yombel Tibourik Léogane. Seliman Yombel. Et comment c'était Tibourik Léogane? Alors, les livres d'enfants ont commencé pendant la pandémie. C'était vraiment la pandémie, c'est aussi un drame humain pour beaucoup de pays, pour tous les commerçants de l'industrie informelle, les petits commerçants qui n'arrivaient pas à s'en sortir, sans compter les pertes de vie. Tu disais ne pas voir les gens qui meurent. Moi, j'ai une cousine en Italie, elle n'a pas pu dire au revoir à son mari. Donc, il y a des décès, on sait ce qui s'est passé en Italie avec cette vague, la première vague et tout ça. Mais pourquoi je disais ça? En fait, quand j'ai commencé... Du premier personnage, le premier livre. Donc, j'étais enfermée pendant la pandémie et il y a des artistes qui n'arrivaient pas à créer, qui ont été complètement tétanisés. Moi, j'ai eu la chance, au contraire, ça a été un bouillonnement. Silence total. Là, je peux écrire et je peux dessiner. Et je voulais créer quelque chose. Là, je fais marche arrière, des livres sur Haïti. Et je me suis dit, le premier livre va être léger. Tu vois, je garde en tête cet Haïti de gentillesse, de joie, d'accueil, de rencontres, de fêtes, de carnaval, des pratiques qui passent, de Yofrokadon, mangue et tout ça. Et je voulais créer cet animal qui allait donc passer à travers Haïti. Mais ça a commencé d'abord avec des chansonnettes. Ensuite, c'est passé au livre jeunesse. Et l'animal rimait avec un lieu. Donc, mon âne s'appelle Seliman et habite Léogane. Et il y a eu ensuite le pélican de Tétouan, Tahir, Agadir, etc. Et après la pandémie, j'ai été invitée à présenter mes livres dans les écoles. Et là, je me suis rendu compte à quel point les enfants issus de l'immigration, que ce soit les nouveaux arrivants, comme on dit au Québec, ou la deuxième ou troisième génération, avaient besoin d'un lieu de reconnaissance et de fierté. Et quand j'avais fini de présenter Seliman, un très bel âne de Léogane, je mets toujours des petits mots de créole. Si c'est le pélican de Tétouan, je mets des petits mots en arabe dialectal, en darija. Et je me suis rendu compte, quand j'avais fini de lire ça, les enfants venaient tomber dans mes bras, ou bien te caresser. Madame, je suis haïtienne. Madame, je suis haïtienne. Madame, je suis marocaine. Madame, je suis tunisienne. Madame, je suis... Je me dis, waouh, une simple histoire qui a l'air ludique et qui en profondeur amène juste un survol, donne à l'enfant cette capacité de s'enraciner. Et j'ai continué comme ça, et là j'ai abordé des sujets un peu plus corsés comme Léo Kako, le taureau héros, où là je mets la résilience, je mets un animal qui est le taureau, qui est un kako et qui va se révolter, se rebeller contre l'occupation américaine. Léo, alors tu nous permets de venir à Léo Kako, mais je vais revenir et j'espère ne pas oublier pour parler de l'enracinement. Est-ce que tu as pensé à Léo Kako en disant, peut-être que si je raconte cette histoire aux enfants d'Haïti de cette façon-là, ça fera pas forcément des révolutionnaires, mais ça fera des Haïtiens conséquents. Ça fera des Haïtiens résilients, ça fera des Haïtiens qui sauront dire non quand il faut dire non, ça fera des Haïtiens aussi combatifs et surtout des Haïtiens qui vont avoir au niveau scolaire une information. Je parle des Haïtiens à l'étranger, parce que c'est clair que les Haïtiens qui grandissent en Haïti, l'histoire d'Haïti est couverte dans leur cursus scolaire, mais des Haïtiens qui vont être capables d'entendre autre chose que les nouvelles qui sont toujours démoralisantes, catastrophiques. Et j'ai toujours ce souci de ce petit lieu qui est l'espace où on reconstruit la dignité de l'être. Alors la question que tu me posais tout à l'heure sur ce regard peut-être optimiste que j'ai, c'est comment on rebondit. Hein? C'est dans le jardin qu'il n'y a papa. Sous qu'on calotte dehors, il faut tourner dans le jardin qu'il n'y a papa. Et c'est peut-être ce lieu-là que je suis en train
modestement de leur offrir. Là, l'exposition tourne à Montréal, dans une maison de la culture Côte des Neiges. Il y a une chanson aussi, il y a, bon, en tout cas, il y a des vidéos, il y a le livre, il y a toutes les peintures qui ont été faites autour. Et les écoles viennent là. Et je suis étonnée quand les écoles arrivent là. Il n'y a pas nécessairement des Haïtiens parmi les enfants. Ils adorent. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime le héros, j'aime les Ninja Turtles, tu vois. Et puis ils ont une capacité d'adapter leur histoire. Ils en font leur propre histoire. Alors, ça me permet de te dire, certes, l'histoire d'Haïti est ancrée sur place en Haïti, dans les écoles haïtiennes. Mais Marie-Denise, je crois que quand tu as commencé par faire cette interview avec moi, quand on a commencé à discuter, j'avais l'impression que tu avais dit que les choses ne sont pas forcément bien dites quand même dans les écoles en Haïti à partir de ce que tu voyais, tu lisais ou ta maman lisait, je ne sais plus. Est-ce que tu n'aimerais pas aussi amener cette histoire? Parce qu'en fait, en Haïti, moi, qui suis un enfant qui est grandi, qui était à l'école en Haïti, bah, quand on apprend les cacos, comme ça. Le par cœur. Et quand on a fini, qu'est-ce qu'on a retenu? Oui, on n'a pas retenu grand-chose. Alors, je vais juste faire marche arrière. Peut-être la petite parenthèse à laquelle tu fais allusion, c'est que ma mère vient du Nord. Ma mère avait mon grand-père habitait près de la frontière, c'est-à-dire à la source. Et ma mère me raconte que gamine, quand elle était là-bas, je ne sais pas si c'est en vacances ou où, elle a connu le massacre qui s'est passé sur Trujillo. Et les Haïtiens qui arrivaient blessés, parce qu'ils ne pouvaient pas dire persil, perejil, et c'est comme ça qu'on les reconnaissait. Et quand elle est rentrée à Port-au-Prince, je pense à la rentrée scolaire, et qu'elle racontait ça, elle était dans une école de congrégation religieuse et tout ça, les sœurs lui disaient « Arrêtez d'inventer des histoires et de raconter ce genre de mensonges, tu vois. » Donc c'est un petit peu ça. On vit selon moi, et puis comme tu dis, j'ai horreur de faire de la psychanalyse à dessous, mais je pense une société de méfiance et de peur. Et c'est là que je note une différence. Les choses ne sont plus occultées comme ça, on peut en parler. L'idée éventuellement d'amener ces livres en Haïti, parce que j'ai développé des fiches pédagogiques avec l'université de Trois-Rivières à Québec, c'est peut-être de libérer cet imaginaire qui leur permet de créer le baobab qu'ils veulent et d'en faire une autre histoire de résilience. Moi, la pédagogie au Québec, souvent on montre le livre sans montrer l'écriture, juste les images. Et les enfants construisent leur propre histoire. Donc ce serait intéressant de voir comment ils interpréteraient, comment ils construiraient. Et oui, il y a Charlemagne Péralte, et oui, il y a cette époque-là, mais peut-être de voir eux, ce serait quoi leur histoire de résistance? Ils résisteraient à qui? Est-ce que ce sont aux tortues Yankees? Est-ce que c'est à la pauvreté, à l'inéquité sociale, aux gangs, à la violence? Tu vois? Donc, moi, je trouve pour un peuple quand même qui vit énormément de pauvreté, de voir, tu as vu un petit peu au niveau culturel ce qui sort d'Haïti? De la musique, en passant par la littérature, la peinture. Un peuple tellement fécond au niveau culturel. Imagine-toi nourri en plus, aussi bien au niveau, je veux dire, économique, et de leur donner les outils, les capacités. On serait les leaders, je pense, de la culture afro, quoi. Eh bien, on l'espère. Hein. Alors, on va finir cet échange et puis on montrera ton dernier livre aux auditeurs, Léo, Kako et Rotoro. Oui, je t'enverrai le clip de la chanson. Super, on attend alors. Dans tout ce que en fait, quand j'ai commencé à préparer cette interview, il y a une chose qui m'interpelle énormément, et je crois que tu en as parlé à plusieurs reprises là, l'enracinement. Mais moi, plus que l'enracinement, j'ai envie de te demander, pour se construire, Marie-Denise,
on a besoin de retourner aux sources, qui est l'enracinement, mais c'est aussi besoin de savoir d'où l'on vient, l'origine, n'est-ce pas? On a besoin de savoir d'où l'on vient, et je pense qu'il faut, parce que quand même, l'exil n'a pas que des côtés négatifs. On a besoin aussi d'ouverture. Toi qui es dans le monde des interviews, qui vois passer 1001 histoires de vie aussi fécondes et aussi différentes, cette capacité de voir l'autre, d'accepter l'autre. Et l'autre, c'est pas celui qui vient nécessairement de Casa, de Médéa, tout ça. L'autre, ça peut être la personne en face, dans la rue d'en face, de décloisonner. Et si Haïti, avec cette richesse qu'on a, arrive à décloisonner, que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, les différences de classe sociale, de couleur, de machin, de cheveux, de tout, décloisonnons pour en faire... tu sais, on a beaucoup de proverbes, hein, mais en pile chaille pas à l'eau, l'union fait la force et tout ça. Mais commençons déjà dans notre petit univers à construire cette capacité de regarder l'autre et de l'accepter. L'enfant de Casablanca, si aujourd'hui, je sais que tu m'as dit que tu vas prendre quelques jours pour aller te reposer, si aujourd'hui tu avais la possibilité de repartir en Haïti, et parce que tu as besoin de repos, là aujourd'hui tu choisis Casablanca, et est-ce que tu aurais malgré tout, après avoir grandi en Casablanca, si tu avais la possibilité de... Ouais, non, mais en plus tu dis à quelqu'un qui vit au Québec, il fait moins 20, moins 25, moi je me verrais bien hein, sur une plage d'Aquin ou n'importe où dans en train d'écrire. D'ailleurs je vais en Tunisie, mais tu sais je vais illustrer un livre où j'ai écrit, bon bref, c'est une histoire encore qui nous ramène dans le temps de la colonie. Il y a un roi qui va être sûrement le roi Rico ou Totof, on ne sait pas, Henri Christophe, etc. Et puis c'est toujours à partir d'un proverbe, tu vois. Et là, je vais écrire une histoire à partir, où mettre habillé bourrique, là, cool midi folrani. Donc c'est une bourrique qui va vouloir prendre la place d'une jument en couleur ébène et être dans le cortège, on va dire, princier, le cortège du roi, etc. Mais je me trouve en Afrique du Nord, et je me dis, il faudrait que je regarde encore comment Philomé Aubin peignait. Parce que ce serait génial d'avoir un petit peu cette source d'inspiration au niveau de la facture de l'œuvre. Philomé Aubin qui peignait toute cette bourgeoisie du Cap, tu sais, avec les cortèges, il y avait aussi les colonels, l'armée, et je verrais très bien une inspiration comme ça. Donc voilà, Philomé Aubin va à Djerba. Nous avons fini de parler. Alors, parce qu'il faut mettre fin, on pourrait continuer de discuter comme ça pendant longtemps. Mais est-ce que c'est une forme de retour aux sources, là? Je pense que... je ne sais pas si c'est un retour aux sources, mais je dis que mon atelier est partout sauf dans l'atelier. Donc, je pense que la pandémie m'a donné, c'est cette capacité de rentrer un peu... les artistes, on est solitaires, hein, on a besoin de s'isoler pour créer, en tout cas moi. Et même si je dis, il y a une artiste québécoise que j'aime qui s'appelle Marcel Ferron qui dit la création c'est la récréation, mais c'est la récréation sans personne autour. Ben, merci Marie-Denise Douillon d'être passée nous voir. J'espère qu'on a abordé toutes les questions qui te tenaient à cœur. Et si jamais tu voulais dire un truc qu'on n'a pas abordé, c'est à toi maintenant. Merci, c'est vraiment généreux de votre part. Alors moi, je le dis comme au début, continuez votre travail qui nous permet de voir une Haïti sous un autre angle. Merci Marie-Denise Douillon et merci à vous qui allez voir ce beau témoignage. Moi je l'appelle témoignage, ce bel échange avec Marie-Denise Douillon qui doit repartir au Canada après. Oui, après. Merci. Merci.